Bonsoir et merci de nous accepter chez vous pour cette toute autre édition. Chaque 29 octobre, le monde se mobilise pour sensibiliser et combattre les accidents vasculaires cérébraux. Première cause de mortalité dans le monde et deuxième cause de handicap acquis. L'Afrique est particulièrement vulnérable à ce danger. Dans cette émission, nous aborderons les accidents vasculaires cérébraux en plusieurs aspects. Nous parlerons des causes, des signes d'alerte, la prévention et comment récupérer après un accident vasculaire cérébral. Nous verrons aussi comment notre alimentation peut aider à prévenir ce danger. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Et pour aborder ce sujet crucial qui nous rassemble ce soir, je partage le plateau avec le professeur Vigno Kumako. Il est neurologue et chef service de neurologie du CHU Kara. Professeur Kumako, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Nous allons bien, les gens de Kara. Ils vont très bien. Merci d'avoir fait le déplacement de Kara pour venir sensibiliser la population sur ce danger qui mine nos sociétés au quotidien, n'est-ce pas, professeur? Oui. D'accord. C'est un grave danger, et pas seulement pour nos sociétés, mais pour le développement de nos pays. Parce que les données sont claires, hein, c'est la population économiquement active qui est fauchée. Nous avons interrogé quelques concitoyens pour avoir leurs opinions sur ce qu'ils savent des accidents vasculaires cérébraux, les causes et surtout comment réagir face à une personne en pleine crise. Les AVC, bon, je n'en sais rien de ça. Au fait, je vois aussi bon nombre de ces problèmes d'AVC. Si vous êtes allé dans beaucoup d'hôpitaux, vous allez trouver les gens qui ont d'AVC au niveau de la neurologie. L'AVC, c'est l'une des maladies les plus graves de notre temps. Je crois que ça se manifeste à l'interne, soit par les veines qui ne fonctionnent plus bien. Il y a éclatement des veines dans la tête et quand ça se passe dans la tête, ça peut avoir comme conséquence paralysie de certains membres, etc. Dans le temps, l'AVC était tellement concernait les gens un peu de troisième âge, de 50 ans en allant, mais avec le changement dans le monde aujourd'hui, le mode d'alimentation, etc., nous voyons que même les jeunes aujourd'hui souffrent de l'AVC. C'est préoccupant. Je crois qu'on peut prévenir avec un mode de vie sain. En changeant notre façon de vivre, nous pouvons vraiment prévenir et même éradiquer cette maladie. Les accidents vasculaires cérébraux, oui, c'est une maladie, il y a des maladies qui attaquent les personnes. On dit que bon, les veines, la circulation sanguine ne répond pas et la personne tombe brusquement. Et bon, ces gestes sont limités, il n'arrive pas à faire des mouvements comme cela se doit. Oui, bon, quand les choses comme ça arrivent, on nous demande de tirer peut-être les oreilles, il faut faire certains exercices et après cela, il faut inviter les agents médicaux pour qu'on vienne prendre en charge la personne, lui donner des soins qui s'imposent pour que la personne puisse retrouver rapidement sa santé. Manger certains aliments comme les fruits qui sont bien indiqués pour réparer la santé, faire en sorte que la personne puisse recouvrer rapidement sa santé. Selon la définition, c'est accident vasculaire, cérébro-vasculaire, donc qui vraiment nuit la population. Avant, ce n'était pas abondant, mais de nos jours, cette maladie abonde et ça tue beaucoup de gens. Et bon, ce que je sais, ça provient en majorité de tout ce que nous mangeons, de notre alimentation. En fait, ça provient de la rupture d'un nerf cérébral. Souvent, les nerfs au niveau de la tête sont des nerfs qui sont très fragiles. Et quand la personne est souvent stressée ou bien mange des choses qu'il ne devait pas manger, des fois il peut y avoir accumulation du sang dans sa nerf et qui peut par moment s'éclater. C'est ça qui peut conduire à AVC. En connaissant d'abord les causes, donc il faut savoir ce qu'il faut devoir manger. Il ne faut pas boire des boissons trop alcoolisées, éviter trop de sel, trop des huiles et tout ça là, et aussi faire du sport.
et aussi rester dans une ambiance, dans une situation d'ambiance de joie, de convivialité. Bon, en fait, éviter les soucis et remettre tout à Dieu. Oui, j'entends souvent parler beaucoup d'AVC. AVC, c'est une maladie qui est souvent, peut-être la personne va faire crise, peut-être la personne peut rester en bon état, mais il souffre, mais il ne peut pas savoir. Si il peut se fâcher, faire crise, et que peut-être se paralyser de ce côté comme ça, et que ça vient de la tête jusqu'à le pied comme ça, et que la maladie là, peut-être ça dépend de comment la personne se comporte ou bien du manger comme ça. Celui qui fait AVC, souvent, il y a la prière, par la grâce, et qu'on va courir l'amener à l'hôpital pour lui faire soigner. Si tu as déjà passé par là, les conseils des docteurs, des infirmiers, ce qu'on t'a dit, souvent les manger, tes produits, tu dois savoir comment les prendre avec, comment on t'a dit de prendre. Il faut chercher à bien manger selon le docteur qui t'a prescrit le produit. Et que tu aies mangé, quand on t'a dit de manger, il faut manger et savoir les manger là, il faut savoir comment manger. Même tout ce qu'on te dit, il faut prendre ça en pratique. Voilà, professeur Koumako, nous sommes de retour sur ce plateau. Oui. Vous avez écouté les uns et les autres nous dire ce qu'ils savent sur les accidents vasculaires cérébraux. Alors, quelle est votre réaction? Bon, je dirais globalement, je suis plutôt rassuré, puisque ça suppose que depuis que nous passions sur les ondes, il y a des informations qui restent et que les gens, globalement, ont une idée plus ou moins précise de la chose. Et donc, on va aller rapidement vers les ajustements de ce qu'ils ont eu à dire. Un AVC, d'abord, c'est la survenue brutale d'une perte de nos fonctions. C'est-à-dire que n'importe quelle fonction, il faut savoir que le cerveau, c'est ce cerveau qui règle tout ce que nous faisons quotidiennement. Et tout ce que nous avons comme fonction, c'est le cerveau qui gère ça. Et donc, lorsqu'il y a un défaut de sang, que ce soit par rupture ou bien que le vaisseau soit bouché, et ça entraîne une mort d'une partie du cerveau. Et la fonction que cette partie assurait est perdue. Donc, si c'est la mobilité des membres, la personne perdra l'usage des membres. Si c'est la vue, la personne perdra la vue. Si c'est la parole, la personne perdra la parole en fonction de la zone du cerveau qui est lésée. Et donc, tout ceci est d'origine vasculaire. C'est pour cela qu'on parle d'accident vasculaire cérébral. C'est brutal. Pourquoi c'est brutal? Parce que d'abord, il n'y a pas de... Et là, vous nous définissez déjà les AVC. Hein? Oui, oui. Donc, ce qui fait que, en fait, en comparaison, c'est comme vous vous levez un jour, vous ouvrez votre robinet, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas parce que vous n'avez pas payé votre facture d'eau, mais c'est parce que soit le tuyau est bouché ou le tuyau a été rompu par quelque chose. Et donc, c'est la même chose qui se passe dans le cerveau. Et quand ça arrive, les zones qui devaient recevoir ce sang meurent. L'interruption qui est due à l'obstruction ou à la rupture de ce vaisseau est brutale. Ce n'est pas un truc où vous avez des signes qui vous annoncent que quelque chose va arriver. C'est pour cela même qu'on l'appelle accident. L'accident, ce n'est pas quelque chose qui vous prévient auparavant. Vous êtes dans votre voiture ou bien sur votre moto et brutalement, ça arrive. Et c'est pour la brutalité confère le nom d'accident. Donc, et ceux qui peut-être ont des signes prémonitoires ou bien ceux qui ont des choses qui viennent avant n'ont rien à voir avec un accident vasculaire cérébral, puisque les signes commencent au moment où le vaisseau se produit. Ouais. D'accord, professeur. Donc, les accidents vasculaires cérébraux, c'est un événement brutal? Oui, c'est brutal. Qui survient soudainement, sans qu'on s'y attende? Non. Souvent, en fait, on vient de discuter avec la personne, ou bien on vient de voir la personne en fait, avec la possession de toutes ses facultés et la fraction de seconde qui suit,
elle a perdu en fait, toute partie de cette fonction-là. Pour éviter un accident vasculaire cérébral, il faut respecter en fait, un certain nombre de façons de vivre en fonction de ce que nous sommes. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de maladies, il faut savoir vivre avec ces maladies. Autrement dit, ces maladies vont vous entraîner vers ce que vous ne souhaitez pas. Et le plus puissant des facteurs de risque, c'est l'hypertension artérielle. Et donc, il n'y a pas de cause, il n'y a que des facteurs de risque. Non, non, non. Les facteurs de risque, c'est ça qui prépare les causes. Okay. Les causes, on ne veut pas en parler parce que c'est très technique. Et donc, je vais plutôt parler des facteurs de risque parce que quand je vais commencer par parler des causes, les gens ne vont pas vraiment comprendre. Parce que c'est sur les facteurs de risque qu'il faut agir pour empêcher l'arrivée des causes qui vont entraîner les accidents vasculaires cérébraux. Donc, quels sont ces facteurs de risque? Les facteurs de risque, le plus puissant de ces facteurs de risque reste l'hypertension artérielle. Et dans les enquêtes STEPS que nous avons eu à faire en 2010 et 2021, c'est bien clair que dans 80% des cas, les gens ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Maintenant, les 20% qui savent qu'ils sont hypertendus, moins de 50% de ces 20% ont des chiffres contrôlés, c'est-à-dire qu'on des chiffres dans les normes. Donc, ça suppose que parmi les personnes qui sont hypertendues, près de 90% sont exposés à être victimes d'un accident vasculaire cérébral. Si vos parents sont hypertendus, que ce soit votre mère ou votre père ou les deux, à partir de 20 ans d'âge, vous devez commencer par vous faire prendre l'attention au moins une fois l'an. Pourquoi? Lorsque vous ne vous faites pas contrôler cette tension artérielle, lorsque les chiffres vont commencer par être anormaux, vous ne le saurez pas. Parce que l'hypertension ne donne aucun signe. Ça ne fait pas mal. C'est asymptomatique, comme on le dit dans nos milieux. Et vous êtes comme tout le monde, jusqu'au jour où, si vous avez de la chance, vous aurez peut-être des maux de tête. Et déjà, les choses ont commencé par se gâter. Ou vous allez avoir des vertiges, ou bien vous allez avoir des bruits dans les oreilles. Et pour certains, quand ça arrive, ils vont à l'hôpital et on leur dit que la tension est élevée et il faut prendre des médicaments. Habituellement, quand on prescrit ces médicaments à ces personnes, et quand ils prennent ces médicaments, ils ne contrôlent pas les chiffres pour savoir est-ce que le médicament marche ou pas. Et quand on leur donne des rendez-vous, ils ne reviennent plus. Ou si peut-être c'est à cause des maux de tête qu'il a eu à consulter. Quand ça va mieux. Quand les maux de tête disparaissent, la personne pense qu'elle est guérie. Et donc, elle ne continue plus pas à prendre les médicaments. Or, c'est l'hypertension artérielle. Dans 95% des cas, on parle d'hypertension essentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Lorsqu'il y a une cause dans les 5% des cas qui restent, on peut les traiter et guérir la personne. Mais par contre, dans les 95%, c'est un contrôle qu'on fait de cette hypertension artérielle. Et donc, le médicament a pour objectif principal de prolonger la vie de la personne. Et les gens disent que oui, il faut mourir un jour. Oui, on mourra un jour. Mais il faut mourir à l'âge prévu, mais pas prématurément. Et ce que nous observons dans nos milieux ou bien dans notre pratique, les accidents vasculaires cérébraux surviennent chez nous, du moins en Afrique, déjà autour de la cinquantaine. Contrairement aux pays occidentaux où ça survient au-delà de 70 ans. Au Togo, et si je prends l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux, l'âge moyen de survenir est de 53 ans. Les hématomes surviennent plus tôt. Un hématome, c'est lorsque le vaisseau se rompt. Les ischémiques surviennent un peu plus tard, autour de 57 ans. En termes de proportion aussi, ce n'est pas la même chose. Et chez les Blancs, ils ont beaucoup plus d'AVC ischémiques. On parle de 85% pour les AVC ischémiques et de 15% pour les hématomes. Mais chez nous, en Afrique, les hématomes sont plus importants parce que c'est lié en fait au poids de l'hypertension artérielle dans nos sociétés. Parce que l'hypertension artérielle, non seulement ça détruit les vaisseaux, et ça fragilise ces vaisseaux, et à l'occasion d'un à-coup ou bien d'une poussée hypertensive, ça rompt ces derniers et entraînant les hématomes. Et ce qui fait que dans la proportion d'AVC, nous avons un taux plus élevé. Nous avons à peu près 40% d'AVC hémorragique contre 60% d'AVC ischémique. Et dans certaines séries, vous avez 50-50. Maintenant, c'est vrai que
pour certains AVC ischémiques, les gens ne viennent pas à l'hôpital, mais les chiffres que nous avons, c'est ça que je viens de donner, et ces chiffres sont très dramatiques et en termes d'évolution de ces accidents vasculaires cérébraux. Avant de revenir à la prévalence des accidents vasculaires cérébraux chez nous ici au Togo, je veux que vous nous donniez quand même certains détails, professeur Koumako. Donc, vous avez dit que 90% des AVC qui surviennent sont dus à l'hypertension artérielle. Donc, en fait, non. J'ai dit, les personnes qui sont hypertendues, 90% risquent de faire un AVC. Pourquoi? Parmi toutes ces personnes, 90%, soit ils ne savent pas qu'ils sont hypertendus, soit lorsque ces personnes savent qu'elles sont hypertendues, les chiffres ne sont pas contrôlés. Et quand les chiffres ne sont pas contrôlés, vous êtes à risque. Maintenant, il y a d'autres facteurs de risque. Notamment, il y a l'alcoolisme, il y a le diabète, il y a le tabagisme, il y a l'obésité, le stress. Quand on est trop stressé, on n'arrive pas à gérer le stress. Aussi, on peut être victime d'accident vasculaire cérébral. Habituellement, ce que nous disons aux malades, il vaut mieux amener la maladie à l'hôpital que de laisser la maladie vous amener à l'hôpital. Parce que si la maladie vous amène à l'hôpital, d'abord c'est plus cher. Souvent les gens ne sont pas assurés. Et heureusement que bientôt tout le monde va bénéficier de la couverture sociale universelle. Et donc, ça permettra au moins de réduire les dépenses des familles. Maintenant, l'autre chose, c'est que si on ne rentre pas dans la prévention, notre assurance ou bien notre couverture sociale universelle risque d'être gravement touchée. L'ensemble des programmes au niveau des maladies non transmissibles est dans cette logique de prévention. D'accord. D'ailleurs, c'est pour la prévention que nous sommes ici. Bien sûr, bien prévention, sûr. Parlant d'AVC, le mieux à faire, c'est de l'éviter. Oui, c'est de l'éviter. Le pire. Oui. Alors, professeur Koumako, est-ce que certaines infections sexuellement transmissibles aussi ne peuvent pas être ou ne sont pas facteurs de risque des AVC? Oui, par exemple, le VIH, ces infections entraînent ce que nous appelons des vascularites, c'est-à-dire que des inflammations au niveau des vaisseaux qui peuvent être secondairement responsables d'AVC. Mais il faut dire qu'en termes de proportion, ils sont à peu près de l'ordre de 5%. Les grandes proportions, c'est les facteurs de risque dont nous venons de parler, l'hypertension, le diabète, le tabagisme, l'obésité, la sédentarité et autres, qui entraînent la plus grande cause des accidents vasculaires. Il y a 3 grandes causes. D'abord, la fragilisation des vaisseaux qui sont souvent liés au fait qu'il y a des dépôts de graisse et qui sont dus à notre alimentation, à l'hypertension artérielle, à la sédentarité, qui fragilisent ces vaisseaux qu'on appelle athérome. Maintenant, il y a les maladies du cœur, notamment les malformations cardiaques, le fait que le cœur ne batte plus régulièrement, qu'on appelle fibrillation auriculaire, etc. Et qui également, lorsque les membranes qui sont dans le cœur, qu'on appelle valves, qui sont malades et qui, secondairement, peuvent entraîner la formation de caillots dans ce cœur et entraîner des AVC. Maintenant, il y a aussi le fait que lorsque vous êtes hypertendu, ou bien vous avez une maladie ailleurs qui entraîne le cœur, en fait, un épaississement du volume du cœur qu'on appelle dans le langage comme un gros cœur. Le gros cœur, secondairement, entraîne une insuffisance cardiaque qui entraîne en fait que le cœur n'arrive plus à assumer sa fonction d'envoyer le sang dans l'organisme. Et donc, le sang stagne un tout petit peu dans le cœur et, secondairement, ça forme des caillots qui vont entraîner les accidents vasculaires cérébraux. Maintenant, la troisième portion de cause, c'est les causes liées au sang lui-même. C'est-à-dire que, donc, on a parlé du contenu, de la pompe. La pompe, c'est le cœur. Le contenu, c'est le vaisseau, et puis le sang lui-même. Il y a des maladies liées au sang lui-même, notamment la drépanocytose chez nous, qui est la première cause d'AVC liée au sang lui-même. Maintenant, il y a d'autres maladies du sang, notamment les cancers du sang et autres, qui peuvent secondairement entraîner également des AVC. Avant de revenir sur la prévalence de cette affection chez nous ici au Togo. Aujourd'hui même, les sujets jeunes, comme vous venez de le dire, sont régulièrement victimes d'AVC. Mais les enfants aussi peuvent être victimes d'AVC. Il n'y a pas d'âge d'AVC. Même au sein de notre mère,
on peut faire un AVC. Et seulement que la proportion chez les enfants est moindre que la proportion après la cinquantaine ou bien chez nous, la quarantaine. Puisque habituellement, chez nous, la majorité des AVC commence à partir de la quarantaine. Maintenant, avant 40 ans, il y en a, mais ce n'est pas très fréquent. Maintenant, au-delà de la cinquantaine, oui, il y en a aussi. Mais comme cette population n'est pas très importante, donc quand on met cette population dans la balance, la proportion des cinquantenaires est plus importante que les autres. Et quels sont les signes Les signes, essentiellement, c'est la modification de la symétrie de la face. C'est-à-dire qu'on voit que la bouche de la personne est déviée d'un côté et que la personne perd la force d'un côté. En fait, la personne, habituellement, comment ça survient? La personne, elle tombe. Ou bien la personne tangue d'un côté. Ça peut être du côté gauche ou du côté droit. Maintenant, la personne peut perdre l'usage de la parole ou bien peut avoir l'impression qu'on a mis des cailloux dans sa bouche et n'arrive plus à parler. Vous pouvez être en train de discuter avec la personne, vous voyez que la personne a du mal à vous répondre ou bien l'élocution s'en va. Ou la personne peut avoir de violents maux de tête et brutalement, c'est fini, elle tombe. Et ça peut être mortel sur place ou elle tombe et vous verrez qu'il y a une partie de la personne qui est paralysée. La personne devient aveugle subitement. Et les signes sont-ils les mêmes chez les enfants? Oui, c'est toujours les mêmes chez les enfants. Maintenant, chez les enfants, il y a des particularités. Chez les enfants, c'est que souvent, ça se manifeste par des crises d'épilepsie. Et puis, si l'enfant ne peut pas vous parler, etc. Et chez les enfants qui ne parlent pas encore, c'est souvent des crises d'épilepsie. Et quand l'épilepsie, souvent, en fait, on parle de focale, c'est-à-dire que ça touche une moitié du corps. Et c'est des épilepsies qui sont rebelles au traitement. Et quand on emmène les enfants à l'hôpital, on sait que c'est un AVC. D'accord. Les accidents vasculaires cérébraux surviennent chaque année dans le monde. Oui. Près de 15 millions de personnes sont victimes des AVC. Et quelle est la prévalence de ces accidents chez nous? Pour parler de prévalence, c'est qu'on a fait une enquête en population générale pour avoir une proportion. Mais tout ce que nous savons par rapport au recueil que nous avons dans les hôpitaux, on a en moyenne 4000 cas par an et en moyenne 1 millier de décès par an. Donc, autour de 25% des personnes décèdent d'AVC au Togo chaque année. 25% de la population? Non, victimes d'AVC. Okay. Pas 25% de la population généralement. C'est-à-dire que si nous prenons 100 personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral, 25 personnes qui ont fait un AVC vont mourir. On ne comptabilise pas ceux qui meurent après la sortie d'hospitalisation, c'est ceux qui meurent pendant l'hospitalisation. Voilà. En moyenne, on sait que si nous avons 4000, c'est-à-dire que le tiers de ces 4000 décédera dans les 6 mois qui suivront un accident vasculaire cérébral. C'est énorme, hein? C'est énorme, oui. Supposons que vous êtes hypertendu, vous ne le savez pas, et c'est au décours d'un accident vasculaire cérébral qu'on découvre que vous êtes hypertendu, vous voyez que c'est un mal fou. C'est pour cela qu'on supplie nos généreuses populations de se faire prendre l'attention au moins une fois l'an. Et comme je l'ai dit, je vais revenir là-dessus encore, si vos parents sont hypertendus à partir de 20 ans, une fois par an, vous devez au moins vous faire prendre l'attention. Si vos parents sont diabétiques, pareil, à partir de 20 ans, au moins une fois l'an, vous devez faire prendre la glycémie. Parce que ce n'est pas des maladies qui donnent des signes. Quand vous avez déjà un signe, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est gâté dans votre organisme. D'accord. Voilà. L'équipe de Santé d'abord s'est rendue au service de neurologie du CHU Campus où 2 cas ont retenu notre attention, Asiba et Tété. Tous sont hypertendus et ont été victimes d'un AVC. Comment se sont-ils retrouvés au service neurologie? Quels sont les soins qui leur ont été prescrits? Comment vont-ils aujourd'hui? Écoutons leurs témoignages ainsi que la présentation de leur état clinique par le docteur Anayo. E vinha vir para ele filha que onye kimi kasem no via so sokoreva e da nodu e tro no via be veide de kwame ana e mba yiwa be la onpe na e e ba kwa mewa ve ya ke ya obe ke ma vai we ya e gbongbon lesion e be gbona ke gbona e ba sre se sre me so no kwa mi me kwa no via be mi mero e o mi mero ko ba konji so ni so egbe ho nku le ko na bi bompo ya ke va okpo ya e ji bi azon bo ji na zerika ba fi ya pe be aboa ele kado be
àfọ̀àtsán lè ká dó bèbèrè dókítà wọn péré ntí ó ọ̀dọ́ níbi dókítà wọn ọ̀dọ́ àmúdajì ní ọ̀tọ̀ tẹ́lẹ̀ mi má tẹ̀lé pọ̀npọ̀n yẹn lọ sí dókítà wọn ọ̀dọ́ ó bí lómi àǹtí ní àdá pé náà. C'est un problème, les accidents vasculaires cérébraux, c'est un problème, ça n'épargne personne. Et vous voyez dans nos services ici, service de neurologie ici, 2/3 des patients hospitalisés, c'est AVC. Et puis à la phase aiguë, la phase de la toute première semaine ou bien les 3 premiers jours, les 35% décèdent des AVC. Et le problème, c'est l'hypertension artérielle. 89%, 90%, c'est l'hypertension artérielle. Donc vous voyez cette dame qui est là. Cette dame, comme on l'a dit sa maman, c'est que AVC, c'est un problème qui survient de manière soudaine, brutale. Ça n'avertit pas. Vous voyez, elle était sortie et puis elle n'a pas pu revenir à la maison. On a dû appeler son frère que c'est comme ça. Elle a eu un malaise. Chez celle-ci, il y a les fonctions motrices et les fonctions sensorielles. Levez le bras là. Levez le bras droit. Levez. Ça, levez. C'est la partie droite chez elle. Levez le bras. Vous voyez, quand nous le disons de lever, là, c'est la partie droite. Ça, c'est un peu pas levé. Donc, c'est la partie droite, la moitié droite du corps. Au début, c'était total. C'est parce qu'après le traitement du genre, tout ça, là, qu'elle est avec la kinésie, qu'elle est arrivée à récupérer. Et vous voyez, ça a touché un peu la face. Le nerf facial, la partie droite est touchée, donc la bouche est tordue d'un côté. Et donc, ça va entraîner un problème pour articuler. 44 ans. Et toi, suju mi alak mi on la hungan. Mabe e nyatorika hungan to enua kwa sokode. O ne café bova, en ko café a nang tandika. Ba munzodo e mo me net café be mo mi lo be go mo mi dere. O 5 mois ni ngba ni tissue. Ba mi la gbin. E mba hu so fantoyi. Be manu emde ni mercredi jeudi à mon sport jeudi moi la pas mon sport que dak bo wa pa ni po gbo pa ma nse afomi kuta abomi e ida dak me na ba yo na e mo yin so pa mbo no vile pa ko vile en veille into ko me so gbo wa mba le si ke me le si a mba dormi e pour 11h pa mba senti que mbo fatigué. Moi, je repose vidéo et car zando vendredi à et à fois une verre alors on quoi il doit madame ne sont be noir donc tu as venu de votre coup il va attention à pas et 18h bah oui et les grave il y a fille et il va vendredi on les amis mis de caca et moi alors n'importe bon voir attention à diviser voir. Vous voyez, ce patient, c'est un sujet jeune, c'est un sujet, un adulte jeune de 44 ans. Il est victime d'un accident vasculaire cérébral. C'est l'hémicorps droit, la moitié droite du corps. On lui a pris l'attention, qu'il y a une infirmière qui lui avait pris l'attention. La tension était très élevée, 180 sur 100 mm de mercure. Donc, ça veut dire qu'il a fait un accident et donc le facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Professeur Koumako, vous venez de suivre avec moi nos deux intervenants. Surtout, je vais m'attarder un tout petit peu sur le cas de Tété, le deuxième intervenant qui a dit avoir pris un café. Et c'est après la prise de ce café qu'il a commencé par sentir certains symptômes. D'abord, il dit que le truc a pris son bras et après c'est passé. Bon, il pensait que c'était une légère fatigue et une deuxième fois encore il y a eu récidive et c'est la troisième fois qu'il s'est retrouvé et dans cet état où nous l'avons rencontré à l'hôpital. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que ce café qu'il a pris serait la cause, entre guillemets, de son accident vasculaire cérébral? Et la deuxième chose, vous l'avez déjà dit, que ce sont des sujets jeunes, 41 ans, 44 ans. Est-ce que c'est toujours... Et c'est l'hypertension artérielle qui en est aussi la cause
c'est difficile à comprendre si les sujets jeunes qui doivent travailler, qui sont la relève de demain, se retrouvent couchés à l'hôpital et meurent aussi d'ailleurs pour la plupart. C'est alarmant, professeur. De toute évidence, ces deux jeunes personnes sont dans la quarantaine. Elles étaient hypertendues, mais vous ne verrez à aucun moment ils ont dit qu'ils prenaient régulièrement leur traitement. Et même l'autre, il y a eu des signes. Il a fait l'AVC en 3 temps. En fait. Il a fait quelque chose que nous appelons accident ischémique transitoire, c'est-à-dire que c'est un AVC mais qui régresse. Il en a fait à 2 reprises. S'il était rendu à l'hôpital tout de suite, il ne serait jamais paralysé. Est-ce que c'est ça que vous appelez AVC temporaire? Non, en fait, un AVC, c'est un AVC. Il n'y a pas d'AVC temporaire. On l'appelle AIT, c'est un accident ischémique transitoire. C'est-à-dire que le vaisseau s'est bouché, le cerveau a mis en place des relais qui ont permis de faire partir le signe. Donc, ça, pour que s'il était venu à l'hôpital, en ce moment, on aurait détecté qu'il faisait une menace d'AVC parce que c'est parti, on devait lui mettre un traitement et il n'aurait rien eu en termes de paralysie. Il se serait rendu tranquillement à la maison et on aurait contrôlé ses facteurs de risque et il ne serait jamais devenu paralysé. Maintenant, ici, il a fait un premier épisode d'AIT, il a fait un second. C'est lorsqu'il a fait un AVC, c'est-à-dire que quand ça n'a plus régressé, c'est en ce moment qu'il s'est rendu à l'hôpital. C'est pour cela que nous passons sur les médias pour dire, quand vous sentez un truc comme ça, vous devez aller directement à l'hôpital parce que vous avez déjà fait un AVC. Votre chance, c'est que votre organisme a mis en place une suppléance pour pouvoir vous permettre d'être encore normal le temps qu'on vous soigne. Mais le temps que, je dirais, la nature lui a donné, il n'est pas venu à l'hôpital pour qu'il soit soigné. Et comme on ne l'a pas soigné à temps, il est tombé carrément paralysé avant de venir. C'est parce que les gens se disent, non, tant que je peux encore bouger, tant que je peux marcher, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Alors que c'est grave ce qu'il avait, c'était extrêmement grave. Et j'espère pour lui que, comme il est assez jeune, et que le cerveau va rapidement relocaliser les fonctions qui ont été perdues pour qu'il puisse reprendre une vie presque normale après cet épisode. Professeur Koumakou, on a commencé depuis le début de cette émission. AVC ischémique, hémorragique, ischémique, hémorragique, qu'est-ce qui fait la différence? Oui, on sait que hémorragique, c'est du sang. Oui, ischémique, hémorragique, et c'est tout simple. Hein. Et AVC, quand on dit ischémique, c'est que le vaisseau s'est bouché. Derrière, le sang ne passe pas non plus. Quand c'est hémorragique, le vaisseau s'est éclaté. C'est rompu. Donc, quand le vaisseau s'éclate, le sang se répand dans le cerveau. Ici, quand le vaisseau se bouche, le sang ne passe plus. Et donc, la partie qui est après le caillot ne reçoit plus de sang et de nourriture. Et donc, la partie du cerveau là meurt. Voilà. D'accord. Docteur Anayo a dit 60% des hospitalisations au service de neurologie au CHU Campus sont dues aux AVC. Oui. Le cas est-il le même à Kara? Oui. Et dans tous les services, ce n'est pas seulement à Kara, dans tous les grands services de neurologie d'Afrique, la première cause d'hospitalisation est représentée par les accidents vasculaires cérébraux. Et c'est un fait. Mais des fois, ça va jusqu'à 80-90% des occupations des lits. Et les autres pathologies venant en seconde position. Aujourd'hui, dans tous les grands services, Dakar, Abidjan, Lomé, Cotonou, Accra, quand vous allez dans un service de neurologie, les lits que vous verrez, 2/3 au moins sont occupés par les personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux. C'est pour cela que les neurologues d'Afrique se sont réunis et ont décidé que le mois d'avril sera un mois durant lequel tous les neurologues passeront sur les médias pour sensibiliser les populations sur les accidents vasculaires cérébraux. Donc depuis 2 ans, au Togo, pendant tout le mois d'avril, vous verrez les neurologues sur tous les médias, les radios, les télés, les presses, les médias en ligne, tout ça là, où on va parler des accidents vasculaires cérébraux. C'est vraiment un drame et une menace au développement des pays africains. Nous, on a envie de vous demander de faire plus. Et pourquoi pas tous les mois être un neurologue sur maintenant, tous les déjà, mois, vu l'ampleur du sujet. C'est vrai que d'autres ont fait des émissions sur d'autres médias et j'en ai fait également sur d'autres.
et je suis encore en train d'en faire ici. Tout ceci, c'est pour sensibiliser nos valeureuses populations sur le sujet, éveiller les consciences, pour leur dire que ce n'est pas une fatalité, il suffit de prendre des mesures et on pourra prévenir ou bien on pourra réduire l'incidence de ce que nous avons en termes d'accident vasculaire cérébral dans notre milieu. D'accord. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux. Qu'est-ce que la tension artérielle et quand on parle d'hypertension artérielle, de quoi s'agit-il exactement? Écoutez les explications du professeur René Barago. La tension artérielle, c'est la force avec laquelle le sang circule dans les artères. D'accord? Donc, parmi les vaisseaux, il y a les artères, il y a les veines, il y a les vaisseaux lymphatiques. Mais ici, ça concerne les artères. Les artères conduisent le sang du cœur vers les organes. Donc, la tension artérielle, c'est la force avec laquelle le sang circule dans les artères. Et cette force s'exerce sur les parois artérielles et donc va engendrer ce qu'on appelle la tension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est quand la force de circulation du sang dans les artères dépasse certaines valeurs. D'accord? Donc on parle des chiffres de tension artérielle qui vont dépasser 140 mm de mercure pour la systolique, c'est-à-dire la maxima, le premier chiffre, et 90 mm de mercure pour le deuxième chiffre, encore appelé minima. Donc une tension artérielle supérieure à 140 ou bien supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure est une hypertension artérielle. Alors, à part les AVC, qui se produisent au niveau du cerveau également, effectivement, l'hypertension artérielle peut entraîner, surtout au niveau du cœur, ce qu'on appelle le gros cœur. Donc le cœur va grossir et devenir faible. Et là, on va parler d'insuffisance cardiaque. C'est ce qu'on appelle communément gros cœur. Et puis ensuite, il y a des troubles de rythme du cœur. Donc le cœur va battre de façon irrégulière, avec comme conséquence la formation de caillots de sang à l'intérieur du cœur. D'accord? Avec comme conséquence aussi la diminution de la force du cœur. Voilà. Et avec comme conséquence aussi un arrêt cardiaque. Donc, ensuite, l'hypertension artérielle peut entraîner ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. C'est ce qui est appelé communément crise cardiaque. Ça se traduit par des douleurs thoraciques intenses. D'accord? Et puis, si le malade n'est pas vite traité, il va décéder. En rapport avec l'hypertension artérielle. Maintenant, en rapport avec le cœur proprement dit, une maladie cardiaque peut entraîner un AVC en entraînant donc la formation de caillots de sang. Si la maladie du cœur favorise la formation de caillots de sang à l'intérieur du cœur, le cœur va pomper ces caillots de sang vers le cerveau et le caillot de sang va aller obstruer une artère cérébrale et entraîner ce qu'on appelle un AVC ischémique. Le patient va avoir une gêne à respirer. Il ne va pas pouvoir bien respirer. Il est essoufflé au moindre effort. Voilà. Donc voici en gros les 3 symptômes qui peuvent, n'est-ce pas, alerter pour dire attention, il y a une maladie cardiaque et qui peut se compliquer d'un AVC. On doit contrôler sa tension. Un sujet doit au moins prendre sa tension artérielle au moins une fois par an. Et nous, cardiologues, on dit c'est le meilleur cadeau d'anniversaire qu'il faut donner. Le jour de son anniversaire, la première des choses à faire, c'est d'aller se faire prendre la tension artérielle. D'accord? Voilà. Ensuite, il faut le mode de vie. Et enfin, il faut une activité physique régulière. Il faut pratiquer du sport, il faut faire du sport. C'est ça qui va permettre, n'est-ce pas, de prévenir l'hypertension artérielle et de prévenir les autres maladies cardiovasculaires et de prévenir par conséquent donc, un accident vasculaire cérébral.
Voilà le professeur Barago qui a dit l'essentiel sur comment prévenir l'hypertension artérielle. Les avances l'a dit tout nous. Comment se fait la prise en charge d'un accident vasculaire? Donc, normalement, aujourd'hui, on guérit les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Ischémique. Oui, on les guérit. Et quand le vaisseau est bouché, n'est-ce pas? Oui, on guérit. Maintenant, le Togo m'avait envoyé apprendre ça, mais bon, pour le moment, vu le coût et le plateau technique, et pour l'instant, on ne peut pas le faire. Et vous le traitez quand même pas des médicaments? Oui, c'est des médicaments qu'on fait quand le vaisseau est bouché, on débouche le vaisseau. Okay. Les cardiologues le font actuellement au Togo et eux, le médicament qu'ils utilisent, on ne peut pas l'utiliser en neurologie et c'est moins cher, mais ce médicament c'est extrêmement toxique. Si on envoie sur le cœur, le cerveau, ça va faire plus de mal que de bien. C'est pour cela que le médicament qui est indiqué pour le cerveau, lui, est plus cher. Et quand on avait fait les estimations, c'est un truc autour de 1,2 million. Donc, une personne victime d'AVC, qui il y a des délais, vous devez venir à l'hôpital au plus grand tard, les 4h30 qui suivent la survenue de l'AVC. Donc, on doit savoir l'exact de la survenue et vous devez être à l'hôpital dans les 4h30 qui suivent et en ce moment, on vous administre ce soin et vous récupérez tout ou partie du déficit. Maintenant, et ça c'est le premier traitement, maintenant les autres traitements, c'est le traitement des facteurs de risque qu'on fait. C'est-à-dire que ceux qui se sont ligués pour mettre en place les causes qui ont entraîné l'AVC, donc on traite l'hypertension artérielle, et si vous avez une maladie du cœur, c'est traité, et si en fait les autres causes qui existent, si on en a en fonction de ce que vous avez comme facteur de risque, on traite. Dans tout ça, là, il faut dire que la famille joue un rôle très important parce que dans l'accompagnement de ces derniers, ça permet à la personne de retrouver le moral. Entourer cette personne d'amour et de patience. Voilà, et surtout de patience. Mais il faut dire que lorsque les gens ne sont pas très bien entourés, ça les aggrave. Pourquoi je dis que les gens ne sont pas très bien entourés? Souvent, quand les personnes sont handicapées et elles ont du mal à se déplacer. Et quand c'est juste une seule personne qui s'en occupe, c'est cette personne qui doit la lever, c'est cette personne qui doit lui permettre de tout faire. Arrivé un moment, la personne se fatigue. Vous qui avez suivi cette formation, nous espérons que vous faites aussi des plaidoyers pour que le coût de la prise en charge des AVC ischémiques soit à la portée de toutes les bourses. Ce n'est pas le Togo c'est des médicaments qui viennent d'ailleurs. Maintenant, en dehors du fait que le Togo achète ces médicaments et met ça à disposition de la population, ça c'est autre chose. Mais c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Et bon, ailleurs, par exemple, au moment où j'apprenais ça, c'était en France. Donc, c'est la Sécu qui met ça à disposition. Donc, ici, comme nous aurons peut-être l'assurance universelle, si il y a des moyens, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Nous avons eu l'occasion d'assister à une séance de kinésithérapie au CHU Campus, histoire de voir en quoi le kinésithérapeute contribue au processus de récupération d'une personne qui a été victime d'un AVC. Regardez. On a une patiente de 45 ans, commerçante, victime d'un AVC. Un AVC hémorragique qui est à ses premières semaines de service de neurologie au CHU Campus. Le service kiné vient prendre en charge le patient après une prescription du médecin qui le suit. Après le protocole, le médecin décide quand est-ce que c'est bon que le kiné vienne commencer ses séances. Et on nous envoie une ordonnance en salle et on passe voir les patients qui sont hospitalisés. Nous avons un bureau en bas qui nous permet de prendre en charge des patients qui viennent de la maison à titre externe et des patients qui sont hospitalisés. Et tous ces patients arrivent à nous, on les prend en charge sous ordonnance médicale. C'est le médecin qui donne d'abord l'autorisation et nous, on vient faire les séances comme il faut. Et à nos débuts de séances de kiné, c'est des mobilisations qu'on arrive à faire à la plupart des patients parce que quand les patients sont dans le lit, la plupart, c'est des paralysies flasques. Par moment, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir certains qui n'ont pas une paralysie flasque, c'est-à-dire qui ont une hémiparésie. Alors, on peut leur demander de faire des mouvements, on les aide à faire les mouvements.
Elle a la sensation, mais elle ne sent pas de douleur. Quand on la touche, c'est quand même qu'on la touche, mais elle n'a pas de douleur. Pour certains cas, c'est aussi possible d'avoir des douleurs au niveau des articulations, surtout quand le patient fait 3-4 jours d'hospitalisation sans rééducation. Que ce soit au niveau des membres supérieurs qu'au niveau des membres inférieurs, on fait des mobilisations jusqu'à ce que le patient même soit capable de pouvoir faire des mouvements. On l'assiste dans ces mouvements. Le rôle du kinésithérapeute est non négligeable dans la récupération d'une personne victime d'un AVC. Oui, et ce n'est pas seulement le kiné seul. Il y a les ergothérapeutes, il y a les orthophonistes aussi. Les kinés se chargent d'aider les personnes victimes d'AVC à récupérer les parties qui sont paralysées. Quand vous perdez la parole aussi, et comme il y a une faiblesse au niveau de la sphère ORL et autres, les personnes ont des difficultés à avaler. Et donc, les orthophonistes aident les personnes qui sont victimes d'AVC, qui ne parlent plus, qui ont des troubles de la parole, et aussi au niveau de la symétrie de la face, les orthophonistes aident ces personnes à récupérer. Maintenant, les ergothérapeutes aident les victimes d'AVC à vivre normalement dans leur milieu. Et donc, c'est tout cette activité. Maintenant, au Togo, nous n'avons pas encore les ergothérapeutes, nous n'avons que les kinés et les orthophonistes. Et maintenant, avec le temps, peut-être nous allons commencer par former les ergothérapeutes pour pouvoir nous aider également à aider les personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux à recouvrir rapidement leurs fonctions. Nous tendons ainsi tout doucement vers la fin de la première partie de cette émission. Le professeur a commencé déjà par parler de la prévention. Dites-nous, comment réagir face à une personne en pleine crise d'AVC? Il faut l'amener directement dans l'un des CHU. En toute urgence. Et comment prévenir? Maintenant, prévenir, comme je l'ai dit, c'est lutter contre les facteurs de risque. Quand, au moins une fois... Prévenir, éviter la récidive aussi. Maintenant, on va parler des deux en même temps. On va tout dire dans le même sac. En fait, il y a une prévention qu'on appelle primaire. Vous n'avez jamais fait l'AVC, comment il faut faire? Si vous avez des parents, puisqu'il y a des familles où les AVC sont connus, il y a des familles d'AVC connues, donc ça, vous savez ça, au moins une fois l'an, vous devez faire un bilan où on va vous prendre la tension, on va vérifier la glycémie, on va vous prendre le poids, votre taille pour voir si vous êtes dans les normes. Et vous devez faire, comme il a dit, une activité physique. L'activité physique, le sport, on pense que c'est plutôt de la compétition. Non, ici, il faut faire une activité physique qui vous fasse battre le cœur plus vite. Donc il a dit transpirer. Donc le minimum, c'est 30 minutes. C'est-à-dire que l'idéal, c'est au-delà de 30 minutes. Maintenant, quand vous ne pouvez pas plus, si vous arrivez à faire 30 minutes, ce n'est pas mal. Mais on n'est pas obligé de faire les 30 minutes en même temps. Vous pouvez faire 10 minutes matin, 10 minutes à midi, 10 minutes le soir. Quel sport, par exemple? La marche. Marche rapide, oui, la marche rapide. D'accord. La marche rapide ou bien autre chose, le vélo en chambre ou bien le vélo dehors. Maintenant, l'essentiel, c'est que vous fassiez battre votre cœur plus vite. Il y a la consommation de fruits et légumes. C'est 5 portions de fruits et légumes par jour. Une portion de fruits, c'est à peu près 150 grammes. Donc une pomme, une orange, une banane. Maintenant, pour les mangues naturelles, une, ça suffit. Et maintenant, pour les papayes et autres, c'est des tranches. Une tranche de papaye, une tranche de mangue greffée et une tranche de pastèque correspond à peu près à une portion. Maintenant, pour les légumes, une louche de légumes correspond à peu près à une portion. Donc ça suppose que si vous mangez beaucoup de légumes, nous en avons plein, les adémés, les gnatou, les kodoro, les fétris, les bouma, tout ça là, il faut en manger beaucoup et c'est ce qui vous permettra d'être en bonne santé. Maintenant, évitez tout ce qui est mauvais, notamment le tabac. Il n'y a pas de quantité de tabac qui ne soit pas toxique. Tout ça là donne les AVC. Quel que soit, si vous prenez même un bâton par jour, ça donne les AVC. Donc, arrêtez le tabac. Si possible, arrêtez l'alcool. L'alcool, si vous ne pouvez pas arrêter, le maximum chez l'homme, c'est 2 verres standard. Chaque alcool a son verre. Et si vous êtes une femme, c'est 1 verre. C'est-à-dire qu'à partir de la 3e... De bière? La bière, c'est
et un verre les verres de bambou, en fait, et les verres de bambou, donc, en fait, avec les verres en bambou. Voilà, ouais. Donc c'est c'est un verre pour les femmes et 2 pour les hommes. Donc ça veut dire que quand vous prenez déjà un grand modèle pour les femmes, vous êtes déjà hors zone. D'accord. Et donc c'est petit modèle pour les femmes et peut-être grand moyen moyen modèle pour les hommes. Maintenant au-delà, vous tombez déjà dans la mauvaise zone. Et vivre sainement, manger équilibré, éviter le stress. Déjà hyper tendu ou vous êtes victime d'AVC, les médicaments sont prescrits. Là, on parle de prévention secondaire. Donc là, il faudrait que vous n'arrêtiez jamais les médicaments prescrits. Vous devez honorer les rendez-vous que vous avez avec les médecins. Parce que des fois, les gens ils pensent que c'est fini, c'est plus. Non. Si vous ne vous rendez pas régulièrement au rendez-vous pour qu'on contrôle, vous risquez de faire un autre AVC et qui va encore aggraver l'état du malade qui est déjà difficile. Quand vous avez fait un premier AVC, le risque de faire un autre AVC est très très élevé comparé à quelqu'un qui n'a jamais fait d'AVC. C'est pour cela que les médicaments, vous ne devez jamais les arrêter. Vous devez respecter les rendez-vous et vous contrôlez la tension à la maison. Ça permet de savoir si les chiffres sont bien. Maintenant, si vous êtes diabétique et tout ça là, il y a des choses qu'on donne, des indications qu'on donne à ces patients qui doivent les respecter. Et quand ce n'est pas fait, il y a des soucis. Merci beaucoup, professeur Vigno Kumako. Je rappelle que vous êtes neurologue et chef service de neurologie au CHU Kara. Merci d'être passé sur le plateau de santé d'abord et ce sera avec beaucoup de plaisir que nous vous recevrons une prochaine fois pour un nouveau sujet santé, n'est-ce pas? Merci et c'est toujours une joie de venir sensibiliser la population. L'une des pistes incriminées dans la survenue des accidents vasculaires cérébraux est notre alimentation. Comment donc s'alimenter pour éviter au mieux les AVC ou éviter une récidive? Nous parlons dans cette deuxième partie de cette émission, vous l'avez compris, de l'alimentation et les accidents vasculaires cérébraux. Et nous recevons une fois encore ce soir M. Kponou Mathieu Tobossi, il est hygiéniste alimentaire. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir également à toute l'audience de la TVT. Un habitué du plateau de santé d'abord, merci pour votre perpétuelle disponibilité à accepter de venir donner l'information utile à nos populations, monsieur Mathieu. C'est un plaisir. Le plaisir, il est vraiment partagé. Alors ce soir, nous parlons justement d'un sujet crucial, les accidents vasculaires cérébraux, qui constituent un sérieux problème de santé publique, non seulement dans le monde, mais ici, chez nous au Togo. Dites-nous en quoi notre alimentation peut être cause des accidents vasculaires cérébraux, monsieur Mathieu. Merci beaucoup. Dans le développement que le professeur a fait tout à l'heure, il a beaucoup insisté sur l'hypertension artérielle. Il a parlé aussi du diabète. Et nous, au niveau nutritionnel, nous avons d'autres facteurs qui entrent aussi en jeu et qui constituent ce que nous appelons le syndrome métabolique. C'est quoi? Vous avez l'hypertension artérielle, vous avez le diabète, vous avez l'hypercholestérolémie, vous avez l'obésité, voilà, et aussi maintenant vous avez ce que nous appelons la stéatose hépatique. Alors lorsque nous prenons ces facteurs-là un à un, pour le diabète par exemple, vous avez la mauvaise ou bien l'excès, voilà, en glucides, en sucre blanc, voilà. Également l'excès en boissons sucrées, les sucreries, également en cubes, bouillon de cubes, qui est aussi un type d'ingrédient qui prépare l'organisme à développer le diabète. Au niveau de l'hypertension artérielle, nous avons l'excès dans l'utilisation du sel de cuisine, dont le chlorure de sodium. Nous avons l'excès en lipides, donc les huiles saturées, mayonnaise, beurre, les viandes avec de la graisse, leur usage entretient l'hypertension artérielle, fragilise les vaisseaux et aussi surcharge le cœur. Lorsque nous prenons l'hypercholestérolémie, nous avons également les huiles qui sont encore présentes.
Nous avons la malbouffe chronique. Donc à table, on associe plusieurs aliments qui ne devraient pas se retrouver ensemble. Et puis on prend des breuvages qui ne doivent pas aller avec les aliments. Ça peut être du breuvage chaud, du breuvage frais. C'est quoi vous appelez breuvage? Les boissons, des tisanes et autres, des thés qui ne doivent pas aller avec certains aliments à table. Et donc on dénature les enzymes digestives et puis l'alimentation, la nutrition est hypothéquée. Donc vous allez manger, mais vous n'allez pas nourrir vos tissus. Parce que tout ce que vous allez consommer va passer comme fibre, aller au niveau du gros intestin et puis vous les évacuez. Vous n'en tirez pas profit. Nous avons ce que nous appelons aussi la stéatose hépatique. Là, c'est le résultat de la mauvaise élimination de matières grasses par le foie. Et donc, vous allez voir des lipides qui vont s'accumuler sur le foie. Et ça, on trouve ça souvent chez les personnes. Plus de 3 quarts de ceux qui font un diabète chronique développent ça. Et donc, quand vous développez ce genre de trucs-là, vous allez fragiliser les vaisseaux au niveau du cerveau, au niveau du cœur, et également au niveau de l'organisme d'une manière générale. Et maintenant, nous avons la surcharge pondérale. Là, on peut avoir le surpoids simple, on peut avoir l'obésité simple, l'obésité morbide et l'obésité mortelle, à risque. Et les 5 facteurs-là réunis font le lit à l'accident vasculaire cérébral. Et c'est important qu'on en parle et qu'on prenne des mesures pour que ces facteurs-là qui constituent le syndrome métabolique soient le plus évités pour qu'on ne soit pas victime. Éviter les accidents vasculaires cérébraux, c'est un mot de vie sain, une bonne hygiène alimentaire. Oui. Dites-nous, on a parlé ici d'hypertension artérielle, on a parlé de diabète, comment s'alimenter pour entretenir une bonne tension artérielle, comment s'alimenter pour éviter le diabète. Et quand on est déjà hypertendu, comment s'alimenter pour baisser un tant soit peu la pression artérielle et comment s'alimenter, comment entretenir son corps quand on se sait aussi diabétique. Ça fait beaucoup de questions en même temps. On va faire all in one. mettre dans la même cagnotte. Allez-y. Alors, lorsque nous prenons la prévention de l'AVC, ça passe par la prévention des facteurs de risque, comme vous l'avez dit. Voilà. Mais spécialement, nous allons conseiller des types d'aliments qui vont beaucoup plus agir sur le système cardiovasculaire. Vous prenez l'œuf bouilli. Voilà. Il faut être habitué à en consommer au quotidien lorsque vous êtes hypertendu. De l'œuf bouilli. À en consommer. Pas en consommer. Parce que combien par exemple par jour? Un œuf. D'accord. Un œuf au quotidien, ça va vous aider parce que ça réduit le risque d'accident cérébral de 12% selon des études. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la lutéine et la zéaxanthine qui se trouvent dans l'œuf et qui s'opposent à l'obstruction des artères. L'œuf naturel ou bien tout œuf, hein? Œuf, c'est œuf. Naturel de préférence. Au marché, ce oui. que nous trouvons au marché. Les œufs de poule naturels, il faut beaucoup plus préférer ces œufs-là. Et donc, le risque de faire l'AVC ischémique est ainsi réduit. D'accord. Vous pouvez prendre le piment de Cayenne, le piment long rouge. Voilà. Lorsque vous en consommez aussi régulièrement. Le frais, le sec. En poudre, donc sec. Ok. Oui, en poudre, ça peut être dans le repas directement au feu ou bien à table, vous saupoudrez votre repas avec et vous le consommez. Donc le piment de Cayenne et l'ail qui contiennent des composés actifs qui détendent les artères. Donc il y a une relaxation des artères qui sont obtenues avec l'usage de l'ail et du piment de Cayenne. Et en dehors de ça, le piment de Cayenne aussi aide l'organisme à ouvrir les pores et à vous faire suer et éliminer les toxines de votre organisme. Nous avons les agrumes. Avant de venir aux agrumes, certaines personnes aussi prennent l'ail à jeun. Est-ce que c'est une bonne pratique? Histoire de dire, histoire de détendre ou d'ouvrir ou de détendre les vaisseaux. Est-ce que c'est une bonne pratique? Oui, l'ail, c'est beaucoup plus préférable que ça soit pris à l'état cru. Parce que lorsque ça passe à la chaleur, ça réduit les effets
des principes nutritifs qu'on recherche à l'intérieur. Donc une cuillère à café. Oui, quand vous matin. écrasez l'ail et que vous faites la sauce avec ça, à table, c'est préférable de prendre de l'ail cru, et couper en petits morceaux, ajouter au repas et consommer. Sinon, ce qui est déjà allé au feu a déjà perdu une grande partie de ce qu'on voulait en tirer. Aujourd'hui, il y a de l'ail déshydraté, moulu et rendu en gélule, ce qui permet au sujet de tirer vraiment profit de ce que nous recherchons dans l'ail. Parce que ça ne va pas au feu. Prendre une gélule peut-être après le repas, oui, ça ferait du bien. Oui, moi j'ai souvent prescrit de l'ail en gélule le matin, 2 à 3 gélules le matin, et le soir couché, on en prend aussi. Ça a permis à beaucoup de mes patients de récupérer de plusieurs maux, pas seulement au niveau de l'hypertension artérielle, pas seulement au niveau du diabète. Et donc je disais, les agrumes, vous avez le citron, la mandarine, les oranges, qui vont fournir de la vitamine C, dont la carence est considérée comme un facteur de risque pour l'hypertension artérielle. Et quand prendre ces fruits? Le matin au réveil, à midi et aussi le soir. Citron dans de l'eau chaude ou citron, vous pressez, vous diluez et puis vous prenez ça. Pour éviter qu'il y ait des brûlures digestives après, donc il faut prendre le citron et juste après vous prenez le repas. Mais pour le jus d'orange par exemple, vous pouvez prendre ça loin du repas. Mais là, pour l'orange et la mandarine, je préfère qu'on prenne la chair au lieu du jus. Vous prenez les quartiers d'orange que vous consommez directement avec la chair. D'accord, pas pressé. Non, pas pressé. Le citron, comme on ne peut pas consommer le citron avec la chair, il faut prendre son jus. Mais pour la mandarine et l'orange, il faut manger la chair d'orange et de mandarine. Nous prenons la pastèque. La pastèque et l'arachide. Pastèque, arachide, goussi. S'il y a ce qu'on appelle dedans le lycopène et l'oxyde nitrique qui relâche aussi les artères. Et donc la pression artérielle est normalisée et vous allez éviter le risque de fragiliser aussi vos vaisseaux sanguins et donc de vous exposer ainsi aux AVC. Le gingembre, ça fait aussi la vasodilatation. Le jus? Le gingembre. Le jus de gingembre? Non, écrasé. Écrasé. Oui, écrasé. Donc ajouter directement au repas si c'est possible. Directement au repas. Ou bien si vous faites le jus, vous écrasez, vous en faites le jus, vous ajoutez un peu de sucre ou bien de miel, et puis vous le prenez. Le sucre roux? Roux, pas de sucre blanc. Le sucre roux, pas de sucre blanc. Maintenant, le poivre. Atikali. Il y a des ingrédients culinaires que nos aïeux utilisaient, mais qu'aujourd'hui nous avons laissé tomber à cause de la civilisation entre griffes. Et c'est en train de produire beaucoup d'effets délétères sur notre vie. Il faut vraiment qu'on fasse attention par rapport à ça. Donc, du côté préventif, voilà. Le poivre, comment l'utiliser? On l'écrase, oui, et on l'incorpore aux condiments qui vont aller au feu pour la sauce. D'accord. Il y a d'autres qui font ça aussi en poudre, et qui mettent ça en gélule. Donc on peut mettre aussi le poivre noir dans de l'eau et le prendre directement. Si. Au réveil, à jeun. À jeun. Comme ça brûle aussi un peu, il faut le prendre avec le repas. D'accord. Voilà, c'est mieux. Je connais des restaurants où quand on vous sert à manger, surtout s'il y a de la sauce à côté, on vous met du poivre moulu, voilà, et vous incorporez ça. Pour les aliments correcteurs des AVC, lorsque l'AVC est déjà là, nous avons ce qu'on appelle la neuroplasticité. Les aliments que j'ai cités tout à l'heure participent à la réparation des blessures au niveau du cerveau. Ce sont ces aliments-là qui interviennent dans ce qu'on appelle la neuroplasticité. Nous avons la tomate et la pastèque qui vont apporter le lycopène. Le lycopène réduit les dommages au niveau du cerveau. Tomate et pastèque. Tomate consommée crue. Oui, ça peut être dans IBCC ou bien dans Abamandesi.